Bonjour, bienvenue. Navré de ces quelques minutes de retard, petit impératif technique. Voilà, Bruno Bernstein et moi-même de Niveau 2 dans toutes les équipes de Finaltis. Vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire de rentrée. On est le mardi 16 septembre 2025. On a beaucoup de choses à parcourir, Bruno et moi, pendant les 45 minutes de cette visioconférence qui est enregistrée et peut être donc écoutée ultérieurement. Alors, commençons tout de suite par un avertissement rituel. Vous connaissez par cœur, et la phrase essentielle, ce sont les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et vous allez voir, les performances, on va en parler, mais pas que de ça. On va essayer d'expliquer le pourquoi du comment de ces performances. Alors, ces performances, donc arrêtées à fin août au 29 août dernier, donc le vendredi 29 août, voilà un panneau synthétique des performances. Vous avez en bas à droite les performances des différents marchés. On attire votre attention sur deux choses. D'abord, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare. Les marchés européens ont, depuis le début de l'année, surperformé les marchés américains. On va voir que la première quinzaine de septembre modifie légèrement ce constat. Quelque chose que la première quinzaine de septembre ne modifie pas, c'est la baisse du dollar par rapport à l'euro. Elle est très significative puisque à fin août, elle affichait moins 11,4%. En l'occurrence, le dollar affichait une baisse de 11,4% par rapport à l'euro depuis le début de l'année à fin août, ce qui explique par exemple, que les fonds majoritairement dollars, comme Finatis Digital Leader, affichent une performance négative, c'est essentiellement un impact dollar qui frappe le portefeuille. Voilà. Donc, Finatis Titan est en hausse de 5, était en hausse à fin août de 5,2% sur le trimestre. Finatis Europe Sélection sur le trimestre, comme depuis le début de l'année, est en baisse. C'est assez rare également. Le thème de la croissance, les thèmes liés à la croissance, aux entreprises de croissance en Europe, ne payent pas. On est sur une année très particulière. On y reviendra avec Bruno au cours de cette visioconférence. Digital Leader, donc un trimestre en hausse de 2,2%, mais une année qui reste négative, essentiellement du fait du dollar. On va voir que début septembre est bien meilleur. Notre fonds investissant sur la minière aurifère Finaltis Gold, un trimestre à plus de 16, c'est bien le trimestre, à plus 16,4%, et une année à près de 70% à fin août. On va voir que les chiffres sont encore plus stratosphériques au 15 septembre, à mi-septembre parce que l'once d'or a bien monté et les minières aurifères ont amplifié, comme nous le souhaitions, c'est la stratégie de ce fonds, le mouvement de l'once d'or. Et puis notre fonds quantitatif investissant sur les actions de la zone euro est à plus 12% depuis le début de l'année, malgré un troisième trimestre en baisse enfin, les deux premiers mois du troisième trimestre en baisse de 1,5%. Tous nos fonds sont SFDR 8, ce qui veut dire qu'ils intègrent les critères extra-financiers. Si on prend cette photographie au 15 septembre, elle est substantiellement modifiée puisque vous avez un mois de septembre qui est très positif, notamment sur les valeurs digitales avec plus 5,1% sur Finaltis Digital Leader, ce qui emmène la performance depuis le début de l'année en territoire significativement positif, plus 2,4, malgré un dollar qui est en baisse de 12% depuis le début de l'année par rapport à l'euro euh, au 15 septembre. Finaltis Titan, plus 6,7% depuis le début de l'année. Même si le mois de septembre est positif, Finance Europe Sélection reste négatif. Le thème des valeurs de croissance, non, on y reviendra, qui n'est pas porteur en Europe. Et Finatis Gold atteint 90% dans sa version euro, dans la version en dollars, on y reviendra, est encore plus forte. Alors que l'or s'est apprécié de 38%, donc une très forte amplification de notre gestion de ce mouvement positif sur l'once d'or. Et Financial Fiction Beta est à plus 11,7% depuis le début de l'année à hier soir. Si on se compare, on va aller très vite, on va pas reprendre tous les fonds, mais dans la base Cantalis, pardon, le fonds Finatis Titan est en surperformance nette par rapport à sa catégorie sur 5 ans, sur 8 ans, sur 10 ans. Et dans le prolongement de ce que j'évoquais à présent sur Europe Sélection, donc, qui est un fonds de croissance, j'insiste bien, les entreprises de croissance résilientes et sur croissance basées en Europe, eh bien, sur 5 ans, il est en sous-performance, ce qui est assez rare. C'est rare qu'on flash ce type de choses. Néanmoins, en surperformance sur 8 ans. Sur les actions mondiales, Digital Leader est en nette surperformance, notamment sur 8 ans, plus 63% par rapport à sa catégorie des actions mondiales. Non, je passe la parole à Bruno pour parler de taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt seront d'actualité la semaine prochaine. Donc, on aura d'abord la Fed. Euh, voilà, vous voyez que
Pourquoi Jérôme Powell est tant attendu, c'est que le marché, avec le 2 ans qui est en gris sur ce graphique, a déjà anticipé les baisses de taux Fed, une baisse en septembre et sans doute trois avant la fin de l'année, sans doute deux aussi au moins l'année prochaine. Donc on va dire que Jérôme Powell s'est mis de manière très prudente plutôt derrière la courbe et que en septembre, avec les chiffres plutôt encourageant sur le front de l'inflation et légèrement inquiétant sur le front de l'emploi, la porte est grande ouverte et ce serait une énorme surprise, une énorme mauvaise surprise, on pourrait même dire, si la Fed ne baissait pas les taux la semaine prochaine. Du côté de la BCE, le scénario est très différent. On peut dire que Christine Lagarde et les gouverneurs de la BCE ont pris même de l'avance, sont légèrement devant la courbe. En fait, ils ont livré au marché exactement ce qu'il attendait, ce que le marché attendait. Le problème, c'est que vous voyez que le 2 ans, toujours la courbe grise, petit à petit se tend au gré des mauvaises nouvelles sur la zone euro, et notamment des mauvaises nouvelles autour maillon faible, du nouveau maillon faible de la zone euro, la France, ce qui explique cette tension sur voilà, qui tire toutes les OAT, y compris l'OAT allemande, un peu vers le haut. Alors, Bruno et moi avons choisi aujourd'hui avec l'équipe de vous parler de la captation de la croissance mondiale. Pourquoi? Parce que la croissance mondiale, c'est ce qui à terme explique l'enrichissement du monde. Et ce que nous souhaitons faire pour vos patrimoines, c'est faire en sorte que ces patrimoines s'apprécient à hauteur de cet enrichissement mondial produit par la croissance mondiale. Les comptes de résultats des entreprises, quand ils s'améliorent, c'est de l'enrichissement. Et lorsqu'on investit dans les actions de ces entreprises, eh bien, les actionnaires, entre autres, l'ensemble des parties prenantes, mais les actionnaires que nous devenons et que vos clients et que vos patrimoines, auxquels vos patrimoines participent, eh bien, s'enrichissent. Les entreprises américaines captent cette croissance mondiale, mais il y a aussi quelques européennes qui le font. Alors, les européennes, c'est plus difficile. C'est plus difficile pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la croissance mondiale ne vient pas d'Europe. Elle ne vient pas de la zone euro. Le monde est en croissance de l'ordre, à un taux de l'ordre de 3% annuel. C'est ce qu'on observe, et ce qu'on devrait observer en 2025, ce qu'on anticipe pour 26 et 27. La zone euro, elle, est à un taux de croissance anticipé à 0,9% sur l'année 2025, et on anticipe une petite amélioration de 1,4%. Ne boudons pas notre plaisir, si on le réalise, ce sera déjà très bien, et 1,3% en 2027 de croissance. Les États-Unis, eux, devraient afficher une croissance de 1,6% en 2026 et de 1,5% autour les deux années qui viennent. La Chine, alors là, les chiffres sont toujours à prendre avec énormément de précautions, puisque très souvent le Parti communiste a une force de prédiction très forte, et les chiffres qu'on observe à la fin sont exactement ceux qu'ils attendaient. Mais enfin bon, la Chine est en croissance, peut-être pas de ces chiffres-là en réalité, mais elle est en croissance, et si on prend un autre pays, qui est l'Inde, on affiche une croissance. L'Inde devrait afficher une croissance de 6,4% cette année et avec une projection en 2026 du même niveau et 2027 très proche. En fait, la croissance se fait essentiellement, disons-le, hors d'Europe et plus particulièrement en Asie. Donc, les 3% de croissance au monde. La croissance marginale se fait en Asie. Et ce n'est pas qu'une photographie, c'est également un film qu'on connaît. Prenons les 10 dernières années, donc la situation en 2015, la situation en 2025, qu'est-ce qu'on a? On a un PIB mondial qui en 2015 est réparti géographiquement, comme vous le voyez sur le graphique en haut à gauche. L'Asie représente 38%, les États-Unis 26%, l'Europe 23%. L'Asie aujourd'hui, en tout cas en 2025, les chiffres estimés, c'est 43%, donc 5 points 5% de plus du PIB en relatif au niveau mondial. Les États-Unis, c'est légèrement plus qu'il y a 10 ans. On va dire que les États-Unis se maintiennent et au-delà par rapport à la croissance du monde. On parle d'un gâteau, d'une richesse qui s'est considérablement accrue. On est en relatif, mais l'Europe elle-même a perdu 4%. Donc, tout ce que l'Asie a gagné, on va dire que c'est l'Europe qui l'a perdu. Et ça se transcrit de façon très très simple en termes de richesse. Alors on peut la mesurer de plein de façons, mais on peut notamment la mesurer telle qu'elle est appréciée par les professionnels de la valorisation et sur les marchés financiers. À terme, ce sont les professionnels de la valorisation, pardon, qui expriment le cours d'une entreprise, de son action, pas forcément à court terme, mais à long terme, c'est ce qu'on va observer. Et qu'est-ce qu'on observe?
eh bien que la capitalisation boursière en Europe a baissé. Elle a baissé, tiens, étrangement, dans les mêmes proportions, c'est-à-dire en proportion de la richesse mondiale de 4%. Alors que l'Asie a vu sa richesse capitalisée dans ces marchés financiers augmenter en pourcentage de 7% par rapport au reste du monde. Donc l'Europe a un PIB qui est anémique, une croissance de son PIB qui est anémique, et la conséquence directe de ça, c'est un enrichissement moins rapide, donc un appauvrissement relatif. Et pourquoi? Question principale, c'est pourquoi en Europe on a des freins structurels, il ne faut pas se cacher. Donc on a un vieillissement démographique, 21,6% de la population de l'Union européenne a plus de 65 ans. La population de l'UE va commencer à baisser à partir de début, enfin, la démographie n'est pas une science exacte, les projections encore moins, mais à partir de courant 2027, on va avoir une population qui, en nombre, malgré les flux migratoires, devrait commencer à baisser avec une part des plus de 85 ans qui doublera depuis d'ici 2050. Il est très rare, et particulièrement en Europe, que les plus de 65 ans travaillent. Donc, on a bien affaire à une population qui, du point de vue de l'économie, ne produit pas. Voilà. Bien sûr, certains nous diront, et ils ont raison, que d'autres pays vieillissent. C'est bien le cas du Japon qui vieillit et qui a des taux de vieillesse et de vieillissement, d'ailleurs, dynamiques, qui sont plus importants que les nôtres en Europe. Mais au Japon, il y a une partie de la population de plus de 60 ans qui travaille et elle est de plus en plus significative. En Chine, on dit que la Chine vieillit, c'est vrai, mais la proportion de Chinois de plus de 65 ans n'est, entre guillemets, que de 12%. Aux États-Unis, 16%, et en Inde, qui est un pays jeune, 6%. Si on prend à droite, qui est un peu le pendant, certains diront c'est logique, puisqu'on vieillit, ça coûte plus cher. En fait, ça a commencé à coûter beaucoup plus cher alors qu'on n'était pas un pays et qu'on n'était pas une région du monde vieille. On est en vieillissement depuis un certain temps, mais on n'est pas une région du monde vieille depuis très longtemps. C'est en train de s'accélérer. Et le modèle sociétal, on va parler de modèle de société, car on est sur un modèle dans ces pays d'Europe démocratique, il a été choisi. Est-ce qu'il est assumé? C'est une autre question. Les débats en ce moment à l'Assemblée montrent qu'il n'est pas clairement assumé, mais et qu'on en comprend bien, pas bien les ressorts, même au plus haut niveau politique. 58,3%, si on prend l'exemple français, 58% du taux, du coût total du travail, ce sont des charges sociales et des charges fiscales. Concrètement, on le sait tous, quand un salarié doit toucher 1 euro, eh bien, ça coûte à son employeur ou à lui-même, s'il est auto-entrepreneur, 2,4 euros. La France n'a pas le record en Europe. On observe des choses similaires. Ailleurs en Europe, c'est même un tout petit peu plus en Italie. C'est un peu moins en Espagne, c'est un peu moins en Allemagne, comme vous le voyez en bas à droite, mais c'est significativement moins au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc, ce sont deux freins, l'âge moyen et le vieillissement, et un choix de société, parlons, disons-le comme ça, un choix de société qui est extrêmement coûteux. Si on ajoute à ça deux problèmes majeurs, un double déficit, je ne vais pas vous parler des finances publiques, mais je vais vous parler de l'économie, donc il y a un double déficit, un déficit de productivité en Europe. Chaque année, la productivité progresse de 0,5% de moins qu'aux États-Unis. Donc, au sein de l'Union européenne, depuis les années 2000, ça fait 25 ans, un quart de siècle, c'est très long. L'effet d'accumulation est substantiel. La productivité s'améliore en Europe, c'est vrai, mais dans des proportions nettement inférieures à celles qu'ont connues les autres parties du monde. Et pour parler juste d'une zone développée, les États-Unis, eh bien, on est à moins 0,5% par an de productivité en moins. Et une des raisons, pas la seule, mais c'est une des raisons, eh bien, c'est que notre innovation technologique n'a rien à voir. L'Union européenne consacre 1,3% de son PIB à la recherche et au développement. Aux États-Unis, c'est 2,4%. Les flux d'investissement dans le monde en capital, investissement en capital, en venture capital, ce qui est un proxy pour mesurer l'innovation, c'est pas la totalité de l'innovation, mais c'est une façon de le mesurer. Eh bien, dans le monde entier, il y a 17% entre guillemets, seulement des investissements qui viennent d'Europe, du venture capital qui viennent d'Europe, alors que c'est la moitié qui viennent des États-Unis.
Donc derrière ce décrochage économique, comme on l'a déjà évoqué, il y a un décrochage boursier, puisque la capitalisation européenne décroît par rapport au reste du monde, l'Europe devient de plus en plus financière et industrielle, là où les États-Unis et le S&P 500 devient de plus en plus technologique. Ce qui explique aussi les très fortes différences. Alors, l'avancée qu'a pris la BCE pour baisser les taux en Europe fait que cette année, plus la baisse du dollar fait que cette année, on a des marchés européens qui tiennent, on va dire, contre les marchés américains, mais dans un contexte assez exceptionnel, très forte performance des financières, très forte performance des industriels, de la défense, etc. On va dire que c'est une année très, très atypique, mais sur le fond, la sous-performance très marquée de l'Europe par rapport aux États-Unis devrait continuer puisque les secteurs quand on achète les indices européens, disons, sont des secteurs qui embarquent beaucoup moins de croissance de BPA que les secteurs aux États-Unis. Donc, comment naviguer au milieu de toutes ces contraintes? Chez Finaltis, vous savez qu'on a beaucoup plus d'intérêt, même si on vous a parlé un peu de macroéconomie et d'économie aujourd'hui, notre intérêt premier, il est sur les sociétés. Et donc, notre travail, c'est tout simplement de trouver des sociétés qui sont branchées sur la croissance mondiale, qui profitent en direct de la croissance mondiale. Et quel est le point commun des sociétés qui constituent la colonne vertébrale des portefeuilles des mandats chez Finaltis? Sont des sociétés qui vendent beaucoup à l'international. On a très, très volontairement sur cette matrice mélangé des sociétés européennes et des sociétés américaines. Pour nous, ce ne sont pas les géographies qui comptent, c'est la capacité d'une entreprise à aller planter le drapeau France ou le drapeau Italie partout dans le monde. Donc, vous voyez que là, sur la technologie et le hardware technologique et les semi-conducteurs, là, c'est très marqué, hein, puisque Taiwan Semiconductor, ASML, AMD, Nvidia, etc., vendent quasiment la totalité de leurs produits hors de la zone euro, ce qui devrait inquiéter nos politiques, on voit là qu'on passe à côté de la révolution IA en termes, en tout cas, d'infrastructure. À l'autre bout du spectre, on a une société qui est l'exception qui confirme la règle que toutes les sociétés qui sont au cœur de nos portefeuilles font largement plus de 50% de leurs ventes, souvent deux tiers de leurs ventes à l'international, qui est Inditex. Inditex, c'est un titre sur lequel on est rentré au cœur de l'été. C'est un titre qui performe très bien sur la durée, qui avait eu un passage boursier un peu plus difficile, donc on en a profité. Le titre est en train de se redresser. Pourquoi Inditex vend si peu à l'international? C'est que le modèle d'Inditex de fast fashion est absolument unique au monde. En fait, on est sur un modèle qui fonctionne très bien avec de la production centrée en Europe et en Afrique du Nord et de la vente aussi dans un circuit court dans les mêmes zones. C'est assez unique. Ça a permis notamment à Inditex de ne pas être trop sujet aux disruptions liées aux angoisses sur les taxes et à toute la discussion sur les tarifs douaniers. Mais c'est vraiment un modèle assez unique et vous voyez que pour le reste, on est sur des sociétés qui profitent à plein de la croissance mondiale, qu'elle soit asiatique, américaine ou même indienne. Alors, cette partie n'est pas terminée, mais on voulait la condenser. On a 45 minutes. Il faut que nous parlions de chacun des EPCVM que nous vous proposons. Lors de notre prochain séminaire, en décembre, nous parlerons particulièrement de ces zones de surcroissance qu'est l'Asie. On fera un focus sur cette partie du monde, sauf actualité brûlante qui viendrait à modifier le programme entre guillemets éditorial. Donc, passons maintenant à la revue de chacun de ces OPCVM. Qu'avons-nous fait depuis le début du troisième trimestre? Alors, sur Finaltis Titan, depuis le début de l'année, donc la performance s'établit au 15 septembre à plus 6,7%. Le fonds est très exposé, puisqu'on peut dire qu'il est de 100% d'investissement. C'est un fonds flexible, donc on pourrait ne pas être investi à 100%, mais on trouve suffisamment d'opportunités qui, à notre avis, valent la peine de s'exposer à plein. On a été très actifs, on va le voir, depuis le début du troisième trimestre, depuis début juillet.
Tout à fait. Donc, beaucoup de mouvements, on va pas tous les détailler, mais vous voyez qu'on a gardé la colonne vertébrale du fond, c'est-à-dire on a fait que des mouvements partiels, donc des achats supplémentaires sur les lignes qu'on avait déjà, ou des prises de profit partielles. Le seul titre qu'on a sorti, on en reparlera dans cette présentation, c'est Thermo Fisher. Donc aujourd'hui, Titan, c'est un fonds diversifié, justement multithématique, qui ne veut pas se concentrer comme on l'est quand on achète un tracker S&P uniquement sur la technologie et qui ne veut pas se concentrer bien sûr sur l'industrie, encore moins sur les banques, ce qui est le cas quand on achète un tracker Europe. Donc c'est aller trouver les sociétés partout dans le monde qui capturent le mieux la croissance mondiale sans considération de leur poids, même si on est toujours sur des très grosses sociétés. Mais pourquoi la distance qu'on prend par rapport au benchmark se voit bien avec Essilor, qui est notre darling du moment, on va dire, qui est positionné entre Alphabet et Amazon, deux sociétés qui font entre 2 et 3 trilliards de capitalisation boursière, alors que le petit Essilor, qui est bien sûr une société gigantesque, fait 120 milliards d'euros de capitalisation, mais on ne voit pas des raisons qui pourraient nous pousser à avoir 10 fois moins d'Essilor que d'Alphabet ou 10 fois moins d'Essilor que d'Amazon. Voilà, c'est une superbe histoire dont on vous reparlera aussi. Donc sur le trimestre, on a eu une très belle contribution de Alphabet. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'angoisse sur Alphabet, sur la concurrence potentielle de ChatGPT, sur le fait qu'il risquait de passer à côté de la révolution IA. C'est tout le contraire qui se passe et on peut dire que cette société fait des annonces souvent assez spectaculaires, comme leur dernier modèle d'image qui a le nom assez ridicule de Nano Banana, mais qui est absolument une révolution pour tous les graphistes et les moins graphistes du monde. On peut faire des choses extraordinaires sur ce nouveau modèle qui comprend, on va dire, qui comprend le monde beaucoup mieux que les anciens modèles d'image. Et Essilor, très grosse contribution aussi. Johnson Johnson, qui est un des deux derniers triple A dans le monde, donc non content d'être un des titres qui est le mieux vu par les agences de rating, donc beaucoup mieux noté que la France, mieux noté que les États-Unis. C'est quand même assez exceptionnel pour une entreprise privée. Et en plus, Johnson Johnson nous délivre de la performance. Et en plus, Johnson Johnson nous délivre un dividende. Que demander de plus? Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est sur le thème logiciel. Il y a une angoisse aujourd'hui qui traverse le marché face à cette révolution IA. Certains se disent, est-ce que demain, finalement, est-ce que ChatGPT, Claude, Gemini pourraient pas répondre à toutes les problématiques des collaborateurs en entreprise et remplacer Salesforce, Accenture et pourquoi pas demain faire un prompt pour fabrique-moi une aile d'avion et remplacer Dassault Systèmes. Ça nous paraît une idée assez simpliste. En fait, bien sûr, la révolution IA, on y croit beaucoup et d'ailleurs nos portefeuilles sont très exposés, mais on pense pas que ces logiciels qui apportent tous une valeur ajoutée très forte et qui surtout eux-mêmes profitent et intègrent dans leur process de l'IA seront remplacés comme ça du jour au lendemain. Mais il n'en reste pas moins en ce moment, même si les bilans de ces sociétés, les comptes de résultats sont très très bons, la bourse n'en veut pas. Donc un petit point sur Thermo Fisher. Chez Finaltis, on est plus des investisseurs que des traders, mais on Des n'est pas traders, que des traders, traders, pas des pas traders, traders. mais on n'est pas contre une idée de trading qui fonctionne et qui fonctionne vite. Donc on est rentré dans Thermo Fisher un peu avant l'été. Donc Thermo Fisher, c'est une société par définition que à part si vous êtes professionnel des marchés ou professionnel du secteur de la santé, vous connaissez mal parce que c'est du super B2B, c'est le leader mondial des sciences de la vie. Donc c'est pas très glamour, hein. Ils conçoivent et vendent des instruments de laboratoire, des réactifs, des kits, tous les services nécessaires à la recherche biomédicale, aux tests cliniques, à la fabrication de médicaments. Donc, il faut voir Thermo Fisher, cette énorme société hein, qui fait presque 150 milliards de market cap, comme une boîte à outils qui propose des Microsoft, des séquenceurs, des réactifs, des consommables. Ce qui nous plaît beaucoup chez Thermo Fisher, c'est le côté rasoir et lame, hein, puisque une fois que vous avez acheté le rasoir, il faut acheter les lames ce qui est
la caractéristique première de cette société, c'est qu'avec 41% de son chiffre d'affaires fait sur des consommables, elle amortit très très bien le cycle et sécurise le cash flow pour nos investisseurs. Il n'en reste pas moins que quand on achète ce titre sur des zones autour de 400 et 410 et il va très très vite sur des zones plutôt de 480, 490, on a pris les profits sur Titan pour redéployer cet argent ailleurs. C'est pas non plus Thermo Fisher une société de croissance explosive. Le PE avait bien monté. Il faut prendre en compte qu'à 20 fois, avec des taux à 4,5, Thermo Fisher n'est pas donné. Voilà. Donc c'est aussi ça notre métier, c'est de temps en temps profiter d'avoir raison vite pour aller prendre l'argent et le déployer sur des choses qui nous paraissent plus dynamiques. Alors, parlons de surcroissance grâce au digital. On a un branche Finatis qui s'appelle Finatis Digital Leader qui investit ces grandes valeurs au cœur de la révolution digitale et toutes les thématiques de cette révolution, l'intelligence artificielle notamment, à laquelle on croit beaucoup. La particularité depuis le début de cette année, du fait de la baisse du dollar, c'est une disparité de performance entre les parts qui sont hedgées, c'est le cas de la part RH qui est à plus 12% depuis le début de l'année, et la part institutionnelle qui n'est entre guillemets qu'à 2,4%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'actifs dollars, d'actifs en dollars. La révolution digitale est largement une révolution américaine et il est assez difficile, voire très difficile de trouver en dehors des États-Unis des entreprises avec une gouvernance satisfaisante, hein, mais de côté les entreprises chinoises. De ce fait-là, il est difficile d'en trouver en dehors des États-Unis. Donc, on a un portefeuille qui a plus de 80% US. Donc, chez Finatis, on croit que dans la durée, et on est convaincu, les études de l'Académie d'ailleurs le montrent, qu'un portefeuille multi-devise est plus robuste qu'un portefeuille en une seule devise, a fortiori un portefeuille ouvert. Mais depuis le début de l'année, avoir du dollar, ça coûte. Et là, vous en avez une illustration très concrète. C'est le même portefeuille, l'un est couvert, l'autre pas. Voilà. Donc, on a été également actif sur le trimestre. Exactement. Donc, on a, vous voyez, les petits moins, c'est les écrétages sur ces sociétés qui, le plus souvent, sont des sociétés qu'on n'a pas punies, qu'on a gardées dans le portefeuille, mais qui avaient tellement bien performé on a un petit peu équilibré le risque en écrêtant légèrement ces lignes-là. Et on a déployé cet argent, notamment sur Mastercard, Visa et Oracle, dont on va pas mal vous parler aujourd'hui. Donc, Digital Leader, là, c'est du 100% digital, mais c'est aussi très diversifié, très loin des indices, hein. On le voit par exemple avec Oracle, Tesla, qui sont des sociétés 4 ou 5 fois plus petites que Nvidia. Donc là encore, notre travail n'est clairement pas de faire du tracker-like chez Finatis, mais d'exprimer des convictions et de pas pondérer nos portefeuilles en fonction de la capitalisation boursière. On adore Nvidia, mais encore une fois, on voit pas pourquoi on devrait en avoir. Ça devrait être la première ligne de tous nos fonds, alors que c'est de très loin la première capitalisation boursière mondiale. Donc, dans les contributions, vous allez retrouver le tir groupé vers le bas de, bien sûr, Accenture, Salesforce, SAP, Checkpoint, c'est aussi du logiciel, hein, c'est du logiciel de sécurité. Donc là, c'est la même angoisse, on va dire, sur les sujets de sécurité. Et sur les contributions positives, donc on a Alphabet qu'on retrouve encore comme très très gros contributeur, tout comme dans Titan, et une contribution spectaculaire. Alors 1,81 sur le trimestre, c'est très bien, mais c'est surtout que on a gagné 1,69, 169 points de base en une journée. Donc cette journée historique où Oracle a pris 40%. Voilà, c'est assez unique hein, de mémoire de boursier d'avoir une boîte de 600 milliards qui ouvre, qui la veille ferme à 600 milliards de market cap et qui le lendemain démarre la journée à 900 milliards de capitalisation boursière. Mais voilà, on en avait et on est très content d'en avoir et on va en garder. On a eu une demande de précision et donc Oracle, la position qu'on a aussi ici dans le portefeuille en quatrième position, c'est après. Le résultat, c'est au 12 septembre et après qu'on ait écrété une partie de cette position. Exactement.
puisqu'on avait 4% de Oracle avant l'annonce dans le Voilà. portefeuille. On en a eu 5,69, Mm. donc la contribution spectaculaire de 169 points de base, et ensuite on en a accrété un peu. Elle est aujourd'hui quatrième et elle va sans doute redescendre un peu dans le cœur de portefeuille, mais en tout cas cette contribution est là et bien là. Donc un petit mot sur Oracle. Donc bien sûr c'est le carnet de commandes, hein, donc il n'y a rien de magique. Hein. Vous imaginez bien que sur des sociétés de cette taille, pour que les 300 milliards de market cap, c'est pas une lubie, c'est pas on n'est pas sur des concept stocks, des stocks qui sont gonflés par des spéculateurs qui vont sur Reddit, chatter avec une communauté. Voilà, on est sur du dur, on est sur du solide. Oracle, c'est une société qui est un peu le Thermo Fisher de la technologie. Hein. Forcément, personne n'a affaire à Oracle, à part les responsables informatiques des très grandes sociétés. Il se trouve que sur tous les sujets sensibles, à savoir banque, assurance, État, défense, Oracle est souvent derrière. Donc, ils ont déjà une emprise sur le marché qui est considérable, mais surtout la société a pivoté d'une manière incroyable sur le métier de l'infrastructure cloud. Aujourd'hui, les clients d'Oracle, et c'est ceux qui expliquent cette petite barre sur le carnet de commandes qui explose, qui passe de 138 à 455 milliards. Donc ça, c'est du sûr, hein, c'est du booking, ça va, c'est du résultat et du chiffre d'affaires qui va rentrer dans les caisses d'Oracle. Et là, les trois principaux clients, c'est des noms qui vous diront un petit quelque chose. C'est ChatGPT, quoi, la société OpenAI, également Tesla et Microsoft Azure, donc la filiale cloud de Microsoft. Voilà, Oracle, c'est une société passionnante. Son CEO Larry Ellison est pas forcément très connu. Allez vous renseigner sur sa personnalité, sur son parcours. Il est assez exceptionnel et comme il le dit avec beaucoup d'humour, il a eu l'enfance parfaite pour réussir. Abandonné par sa jeune mère à 19 ans qui pouvait pas subvenir à ses besoins, des parents adoptifs pas très aimants et un père adoptif lui disant toute la journée que de toute façon il ne réussirait jamais. Voilà le résultat de l'éducation de Larry C'est pas de Ellison. motivation. Voilà, Non. exactement. Alors passons maintenant à Finaltis Europe Sélection, donc un fonds de croissance des entreprises basées en Europe. Hein, c'est un fonds éligible au PEA et c'est, comme son nom l'indique, un fonds européen. Mais c'est un fonds européen investissant sur les entreprises de croissance. C'est un thème qui marche pas du tout depuis le début de l'année, contrairement à ce qu'on voit sur moyen et long terme. On est à moins 7,9%. On a été beaucoup moins actif parce que on pense que nos idées restent bonnes. Exactement. Donc ici, dans Luxottica, on l'a écrété légèrement compte tenu du très gros succès et du très gros appétit des investisseurs cet été pour ce titre. On vous expliquera pourquoi. Et on a pris une partie de cet argent pour l'investir sur un des socles de nos portefeuilles, de nos mandats, Air Liquide, et renforcer cette position en Air Liquide. Donc, Europe Sélection, on a un portefeuille là aussi diversifié sur la consommation, l'industrie, la technologie. Trône en tête de ce portefeuille Essilor Luxottica. En fait, quand on l'a intégrée dans le portefeuille, elle n'était pas en tête. Hmm. Elle s'est mise toute seule en tête avec ses petits bras musclés, voilà, en progressant. Et nous, on n'a aucune raison de la chasser de cette première place du portefeuille. Et c'est aussi notre première contribution. C'est sur le trimestre. On retrouve dans les contributions plus négatives du logiciel, hein, SAP, Accenture et Wolters Kluwer. Bah, c'est aussi du logiciel Hmm. aujourd'hui pour les médecins notamment. Euh, mais dans le thème croissance revient un peu là dernièrement. Bon, l'avantage avec la croissance, c'est qu'à long terme, on a toujours raison. On a toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est le compte de résultat qui fait le cours de bourse et c'est pas le cours de bourse qui fait le compte de résultat. Et si on choisit bien ces sociétés de croissance, ben on a année après année un bénéfice par action qui monte.
Mais à certains moments, voilà, faut acheter des banques une fois tous les 10 ans. Et cette année, il fallait acheter des banques, mais ne nous laissons pas berner non plus par le parcours de certaines banques cette année. Quand vous dézoomez et que vous regardez les graphes sur 20 ans, vous réalisez que vous n'avez créé aucune valeur. Pour créer de la valeur, il vaut mieux être sur des subordonnés bancaires, mais c'est une autre histoire. Voilà, donc on a un fonds qui effectivement n'est pas dans le sens des thèmes de l'année, mais qui est dans le sens des thèmes de la décennie. Et Et nous, au-delà. on voit plutôt cette sous-performance des valeurs de croissance comme un point d'entrée possible. Euh, on avait en... Ça fait un moment qu'on parle des Syro Exotica, donc on avait pris un peu de risque en disant lors d'une présentation donc le 5 décembre 2024 que le grand succès rencontré sur les Ray-Ban Meta, ces lunettes qui faisaient rire au départ et qui font plus rire, surtout pas les concurrents, puisque les volumes c'est un succès absolument spectaculaire et on parle de millions d'exemplaires vendus. Mm. Et il paraissait logique que Meta veuille sécuriser le partenariat de long terme, de 10 ans, signé avec Essilor, en rentrant au capital. Et la bonne nouvelle qu'on a eue cet été, ce qui explique aussi le bon parcours juste avant l'été, Meta, suivant nos bons conseils, hein, bien sûr, Zuckerberg écoute beaucoup ce qu'on dit chez Felatis, Meta détient désormais 3% du capital d'Essilor, avec l'ambition de monter à 5%. Est-ce qu'ils iront plus loin ou pas? On n'est pas capable de vous le dire, mais en tout cas, c'est toujours bien d'un point de vue boursier de savoir qu'on a une main très puissante, et Dieu sait que la main de Zuckerberg est puissante, puisque ses moyens financiers sont énormes. La market cap de Meta est proche de 2 trilliards aujourd'hui. Si il prenait l'idée à Zuckerberg d'acheter l'ensemble de la société, ça serait pas compliqué, d'autant que Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica, est décédé. Ses enfants tous milliardaires se déchirent, se détestent, donc il y a du mou dans le capital aujourd'hui pour lui permettre de monter. Mais voilà, on peut pas vous dire ce qui arrivera, mais en tout cas, même sans cette dimension spéculative, nous, on serait très content d'avoir du Essilor Luxottica. Cette dimension spéculative ajoute encore un intérêt particulier à cette equity story, comme on dit en bon français. Alors, pour terminer notre tour d'horizon ce soir, parlons d'un fonds dont la performance cette année est très significative, puisque depuis le début de l'année, arrêté à hier soir, au 15 septembre, la part euro est en hausse de 90% sur Finaltis Gold et la part dollar de plus de 95%. Voilà. L'or est en hausse. L'once d'or, on l'a fait figurer ici, c'est l'once d'or. Elle est en hausse de 38,4%. Alors, comment fait-on pour transformer l'or, qui est déjà en très belle croissance, en quelque chose d'encore plus euh, significativement haussier? Eh bien, on investit dans les bonnes minières aurifères. Donc, des bonnes minières aurifères sont celles qui ont des métriques financières et extra-financières. On est très sensible aux métriques extra-financières, on y reviendra, qui sont de très très grande qualité. Mais d'abord, comprendre à quoi sert l'or. Certains l'appellent la rolling barbare ou les rolling barbares. On n'est pas du tout d'accord avec ça chez Finatis. On aime beaucoup la croissance, mais on n'investit que dans des entreprises qui ont peu d'investissements dépendants, peu de leur activité qui dépendent des gouvernements. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on n'investit pas dans des entreprises qui font strictement que de l'armement. Cette année, ça aurait été une bonne idée, mais avoir le gouvernement comme actionnaire, que ce soit le gouvernement français ou un autre d'ailleurs, c'est rarement une bonne idée. Et d'ailleurs, il y a même un président des États-Unis qui était président à un moment très très délicat dans l'histoire des États-Unis, puisque la Grande Dépression, qui a dit, nous avons de l'or, nous avons besoin de l'or parce qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement. Voilà. Au gouvernement au pluriel, pas seulement le sien, et il sait de quoi il parle, parce qu'il était lui-même à la tête d'un gouvernement. Donc, on investit dans des minières aurifères qui, d'un point de vue financier et extra-financier, se comportent remarquablement bien, sont extrêmement bien gérés à tout point de vue. Voilà. Finaltis Gold investit dans des entreprises dont la gouvernance est irréprochable. C'est pourquoi vous retrouvez des entreprises dont le siège est plutôt en Australie, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, et pas dans des pays dont les standards, on va dire, de gouvernance, les standards juridiques ou les standards de respect de la propriété privée sont plus discutables. Donc, dans les meilleures, la principale position, vous pouvez trouver bien sûr des minières aurifères, c'est normal, mais également des minières argentifères,
qui est des minières d'extraction de palladium ou de platine. Et comme c'est le cas en neuvième position, Rio Tinto, donc une généraliste, une minière généraliste, une des plus grandes entreprises minières d'extraction minière au monde, mais dont l'activité aurifère est extrêmement importante. Et si elle était spin-offée, elle serait une des plus grosses au monde probablement. Une petite vue sur ce que représentent aujourd'hui les réserves mondiales d'or. La production aurifère, on a des infographies tous les mois sur notre fonds et on les propose sur LinkedIn et régulièrement dans nos visioconférences trimestrielles, on en reprend une qu'on a utilisée au cours du trimestre. L'extraction aurifère est quelque chose d'extrêmement prévisible, hein, puisqu'on ne s'improvise pas chercheur d'or, on s'improvise encore moins trouveur d'or et il faut trouver des filons et c'est un cycle d'extraction, j'allais dire de production, qui est très très long. Donc il y a une rareté et une prévisibilité dans la rareté de l'extraction de l'or. Donc les États stockent de l'or parce que c'est un des éléments de leur crédibilité. Le plus grand stock d'or est aux États-Unis, plus de 8000 tonnes d'or, mais il ne vous surprendra pas, il ne sera pas surprenant pour vous d'observer que là encore, les chiffres officiels peuvent être différents de la réalité. On pense qu'en Chine, c'est plus que ça, mais que le deuxième et les troisième et quatrième et cinquième pays stockant de l'or sont des pays qui soit ont des visées géopolitiques très dédollarisants, disons-le comme ça, donc très hostiles à la domination économique et à la domination politique et dans certains cas à la domination tout court des États-Unis, donc la Russie et la Chine, mais également d'autres pays plus anciens de notre vieille Europe, donc l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc le stock d'or mondial est pour une grande partie, les deux tiers, dans les coffres de ces six pays. Voilà une façon de donc le stock d'or qui croît finalement assez peu chaque année. Je vous invite à aller consulter le rapport mis à jour tous les trimestres. Enfin, il y a un rapport séminal tous les ans du World Gold Council à ce sujet-là. C'est très intéressant. Il y a une grande rareté et cette rareté cumulée à une grande incertitude géopolitique, à des craintes majeures, et en ce moment on en a quelques-unes, eh bien, explique le parcours incroyable, enfin incroyable, en tout cas pas imprévu, de l'or ces derniers 18 mois. Voilà ce que Bruno et moi, au nom des équipes Finalty, souhaitions évoquer avec vous aujourd'hui. On est pour une fois dans les temps, c'est absolument remarquable. Il me reste 30 secondes pour vous dire que, bien entendu, ni Bruno, ni moi, ni personne dans les équipes de Finaltis ne savons ce qui va se passer dans le trimestre d'ici notre prochaine réunion qui aura lieu mi-décembre, la date restant à préciser. Mais une chose est certaine, et ça sera un invariant, et c'est un invariant pour nous. Nous continuerons à investir votre patrimoine, le patrimoine de vos clients, vos portefeuilles, sur des entreprises qui captent la croissance mondiale. S'il y a un message qu'il faut retenir, c'est que la richesse, c'est la croissance, et la croissance, c'est ce qui va protéger, par translation, vos portefeuilles de l'ogre inflationniste, donc de la dépréciation du pouvoir d'achat de votre capital. Notre métier, si on devait le résumer, c'est protéger votre capital contre cet ogre inflationniste, contre la dévalorisation de votre capital. Merci beaucoup. Bon trimestre. N'hésitez pas à nous contacter et on se retrouve au plus tard mi-décembre. Bonne journée. Merci.